Comment un ordre religieux a-t-il pu modeler 8 siècles d'histoire sans que presque personne ne le réalise? Dans les recoins les plus secrets du Vatican, entre ombres et documents scellés, on retrouve une signature peu connue, Ordo Sancti Augustini. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les Augustins, souvent méconnus du grand public, mais impliqués dans toutes les décisions majeures de l'Église, ont discrètement édifié l'un des plus raffinés empires d'influence de l'histoire. Ne partez pas avant la fin, car ce que nous allons dévoiler concernant leur pouvoir caché pourrait bouleverser à tout jamais vos convictions sur l'histoire, la religion et la maîtrise du savoir. Pourquoi un ordre religieux ayant modifié le cours de l'histoire reste-t-il méconnu du monde contemporain? Dans les tréfonds des archives secrètes du Vatican, un lieu où la lumière solaire ne trouve jamais sa voie et où le silence est si intense qu'il donne l'impression d'avoir une consistance propre, se trouve une pièce particulière que rares sont ceux qui ont eu la chance de visiter. Les étagères renferment des milliers de documents ternis par le temps, mais une chose hors du commun serait immédiatement remarquée par un observateur attentif. Dans les décisions majeures de l'Église catholique des 8 derniers siècles, on peut sans cesse apercevoir la même mystérieuse signature, Ordo Sancti Augustini, l'ordre de Saint-Augustin. Toutefois, lorsque nous sondons une centaine de personnes dans la rue au sujet de cet ordre, un fait surprenant se manifeste. Alors que 89 d'entre elles sont familières avec les jésuites et 76 ont connaissance des franciscains, seulement 12 sont capables de nous dire quelque chose sur les Augustins. C'est ce paradoxe qui nous a conduit à mener l'étude la plus complète jamais effectuée sur l'un des ordres religieux les plus influents et, pour le coup, les moins connus de l'histoire. Au cours de l'histoire, 3 papes ont été issus de l'ordre des Augustins. Et pour la première fois depuis 8 siècles, l'un d'eux, le pape Léon XIV, siège sur la chaire de Saint-Pierre. Ils ont établi plus d'institutions universitaires médiévales que toute autre entité de leur époque. Leurs membres ont mis au jour les principes de la génétique qui ont transformé la science actuelle, et pourtant, ils persistent à être perçus comme des spectres dans les ouvrages historiques. Comment se fait-il qu'une organisation aussi influente ait délibérément opté pour l'anonymat alors que d'autres aspiraient désespérément à la reconnaissance publique? Cette question nous plongera dans une exploration fascinante de 8 siècles de mystères bien préservés, de tactiques de domination si raffinées qu'elles feraient rougir nos dirigeants contemporains, et d'un système d'influence si vaste qu'il a discrètement modelé l'Occident sans que nous le remarquions. Ce n'est pas juste un documentaire axé sur l'histoire religieuse, c'est une enquête sur l'un des empires d'influence les plus élaborés et secrets jamais conçus par l'esprit humain. Les Augustins ont saisi une notion que la majorité des entités puissantes ne perçoivent jamais: le fait que l'influence véritable n'est pas issue de la renommée, mais de la faculté à modeler les pensées, orienter les esprits et diriger les choix depuis l'ombre. Pour élucider cette énigme, nous avons eu une opportunité exceptionnelle d'accéder à des documents qui étaient restés scellés pendant des centaines d'années, à mener des interviews privées avec des Augustins actuels qui ont brisé pour la première fois leur tradition de silence institutionnel et à exploiter des archives nouvellement déterrées, dévoilant des facettes de cet ordre que même ses membres n'avaient pas pleinement connaissance. Ce que nous allons révéler transformera irrévocablement notre perception non seulement des Augustins, mais également du fonctionnement véritable du pouvoir dans notre monde. Si une institution religieuse a pu exercer une influence discrète sur 8 siècles d'histoire humaine, qui sait quelles autres forces invisibles dirigent notre époque actuelle sans que nous en soyons conscients? L'origine des Augustins ne remonte pas à un saint conventionnel, mais à un individu dont la vie susciterait le scandale chez de nombreux chrétiens contemporains. Aurelius Augustinus a vu le jour en 354 à Tagaste, une modeste cité du nord de l'Afrique que nous identifions actuellement comme étant l'Algérie. Il a décrit sa jeunesse comme une recherche désespérée de plaisir, de savoir et de pouvoir qui l'a conduit sur des voies qu'il qualifiait lui-même de tortueuses et périlleuses.
Il partagea sa vie avec une concubine pendant une quinzaine d'années, avec qui il eut un enfant, explora diverses sectes religieuses jugées hérétiques et se consacra intensément à l'apprentissage de la rhétorique et de la philosophie antique. Dans une perspective contemporaine, c'était un intellectuel insoumis en quête de réponses dans les pires lieux. C'est précisément cette recherche intellectuelle acharnée qui fera de lui l'architecte d'une des stratégies de domination les plus raffinées de l'histoire humaine. Lorsque Augustin se convertit au christianisme à l'âge de 32 ans, ce n'est pas comme un néophyte ordinaire qui renonce à son existence passée. Au contraire, il a amené avec lui toute sa formation intellectuelle, sa connaissance approfondie de la psychologie humaine et son expérience concrète sur la manière dont les idées peuvent structurer des sociétés en entier. Son autobiographie, intitulée « Les Confessions », ne se limite pas à être un témoignage de regrets personnels. C'est le guide stratégique d'un homme qui a compris par sa propre expérience que le pouvoir intellectuel peut surpasser le pouvoir politique ou militaire en efficacité. Le génie d'Augustin se manifeste dans un aspect qu'il expose explicitement dans des lettres récemment dénichées adressées à ses premiers disciples. Il a compris que l'impact véritable du christianisme ne découlerait pas de la détention de postes officiels, mais de la formation des esprits qui éventuellement occuperaient ces postes. Dans une correspondance exceptionnelle de l'année 396, Augustin a écrit à une communauté de moines « Que d'autres aspirent à la renommée publique, nous aspirons à la gloire divine par le biais de la métamorphose discrète des âmes. » Un enseignant qui instruit 100 élèves détient davantage de pouvoir qu'un monarque régnant sur 1000 sujets, puisque ses étudiants sont appelés à se transformer en 100 souverains de l'intellect. Cette philosophie constituerait l'essence même de l'ordre augustinien pour les 1600 années à venir. La règle de saint Augustin, rédigée aux alentours de l'an 400, dévoile la sophistication inhérente à cette approche. Alors que d'autres préceptes monastiques de l'époque se focalisaient sur la pénitence corporelle, l'indigence matérielle et le retrait du monde, la règle augustinienne introduisait une notion révolutionnaire. Elle privilégiait le partage du savoir, l'effort intellectuel ininterrompu et ce qu'Augustin désignait comme la communauté d'esprit en quête de vérité. Les Augustins devaient, au lieu d'éviter le monde, chercher à le comprendre si bien qu'il pourrait exercer une influence sur lui de l'intérieur. Il ne fallait pas renoncer à la connaissance profane, mais l'appréhender afin de la déployer au profit de leur mission spirituelle. Cette nuance fine mais essentielle éclaire pourquoi les Augustins seraient appelés les enquêteurs de Dieu, constamment en quête de réponses, toujours à la recherche de méthodes plus performantes pour transmettre et mettre en pratique la vérité chrétienne. Le premier grand secret que dévoilent les écrits d'Hippone est que cette tactique de discrétion a toujours été délibérément planifiée dès le départ. Augustin ne se contente pas de prédire que son ordre œuvrerait dans l'ombre de l'Église, il a également élaboré des structures et des rituels spécifiquement conçus pour assurer cette discrétion. Il affirme que les Augustins ne doivent jamais rechercher de reconnaissance individuelle pour leur réalisation, que le rapport intellectuel doit rester anonyme ou attribué à autrui si besoin, et que leur réussite devrait se juger non pas en fonction de leur notoriété, mais par l'ampleur de leur influence invisible. Selon ses propres paroles, le meilleur jardinier est celui dont la présence est invisible, mais dont les fruits alimentent des foules. Cette approche du pouvoir subtil deviendrait la signature distinctive qui séparerait les Augustins des autres ordres religieux dans l'histoire. Rome, mars de l'an 1244. Dans les salons en marbre du palais du Latran, où il semble que les résonances des 8 siècles de décrets papaux persistent à chuchoter dans la pierre, une assemblée se tient qui va modifier irrévocablement le fil de l'histoire chrétienne. Le pape Innocent IV a discrètement rassemblé les chefs de nombreuses communautés d'ermites dispersées à travers l'Europe, des groupes qui ont respecté la règle de saint Augustin de façon autonome et fragmentaire pendant plusieurs décennies.
On officialise cette rencontre comme une simple réorganisation administrative. Cependant, des documents fraîchement dénichés dans les archives du Vatican exposent une réalité bien plus dramatique. Ce ne fut pas une simple décision administrative courante, mais plutôt une réaction d'urgence face à une crise qui menaçait l'existence même de l'Église catholique telle qu'il la percevait. On pouvait identifier la crise par son nom et son image. Les Cathares. Cette secte chrétienne non orthodoxe s'était propagée avec une rapidité fulgurante dans le sud français et le nord italien, attirant un large éventail de personnes, des paysans en détresse aux intellectuels, nobles et même des membres du clergé catholique. Ce qui faisait la dangerosité des Cathares n'était pas leur quantité, mais plutôt leur raffinement intellectuel. Ils avaient élaboré une théologie parallèle qui paraissait plus logique que la doctrine catholique établie. Ils avaient mis en place un système éducatif qui pouvait rivaliser avec celui de l'Église, et le pire dans tout cela, c'est qu'ils avaient prouvé qu'il était envisageable d'être chrétien sans se soumettre à Rome. Les armées des croisades albigeoises avaient réussi à les vaincre sur le plan militaire. Néanmoins, leur empreinte intellectuelle demeurait telle une maladie que la force brute ne pouvait éradiquer. L'Église avait compris une leçon effrayante. Les idées ne peuvent être anéanties par la lame. C'est dans ce climat de désespoir que le pape a porté son regard sur les communautés augustiniennes éparpillées à travers l'Europe. Durant les 2 siècles antérieurs, ces moines avaient manifesté une faculté exceptionnelle à allier un strict intellectuel avec une intransigeance catholique indéfectible. Alors que certains ordres se concentraient sur la prière contemplative ou l'œuvre de charité, les Augustins avaient élaboré ce dont l'Église avait ardemment besoin, la faculté de triompher dans des discussions intellectuelles face à des hérétiques raffinés. Ils ont maintenu et élargi la tradition philosophique de saint Augustin, devenant les seuls catholiques de leur temps capables de défier les cathares sur leur propre plan intellectuel et de triompher sans cesse. L'union officielle du 9 avril 1244 comportait un accord secret qui n'avait jamais été divulgué publiquement auparavant. Les communautés augustiniennes ont consenti à se réunir en un unique ordre placé sous le contrôle papal. Mais en retour, elles ont négocié des privilèges exceptionnels jamais accordés à aucun autre ordre religieux. Ils bénéficieraient d'un accès sans restriction à toutes les bibliothèques du Vatican, y compris des écrits qui étaient interdits aux autres ordres. Ils bénéficieraient d'une protection papale totale contre les ingérences d'évêques locaux ou d'autorités laïques. Ce qui est encore plus crucial, c'est qu'ils ont reçu une totale autonomie pour constituer leur réseau de couvents, sans avoir besoin d'une approbation distincte pour chaque fondation. Un avantage qui leur donnerait la possibilité de se développer stratégiquement dans toute l'Europe sans éveiller les soupçons de potentiels adversaires quant à l'étendue de leur expansion. Au cours des 20 années qui ont suivi la Grande Union, les Augustins ont mené une expansion qui ne peut être qualifiée que d'opération de renseignement militaire. Ils ont précisément fondé 180 établissements religieux à des lieux soigneusement sélectionnés. Chaque site a été tactiquement placé le long de routes commerciales majeures, dans des pôles universitaires naissants ou auprès de cours de noblesse influentes. Ce système leur offrait la capacité de capter des renseignements, d'orienter des choix politiques et de synchroniser des ripostes intellectuelles face à des dangers hérétiques avec une promptitude et un rendement qui surprenaient les commentateurs de l'époque. De récentes lettres codées ont révélé leur capacité à transmettre des informations de Londres à la Sicile en moins de 3 semaines, un exploit logistique prodigieux pour le XIIIe siècle. Ils avaient, en substance, fondé le premier organisme de renseignement intellectuel dans l'histoire chrétienne, un système si élaboré qu'il demeurerait fonctionnel et efficient pour les 8 siècles à venir. Alors que d'autres communautés religieuses du Moyen-Âge amassaient de l'or, de l'argent et des terres pour affirmer leur puissance terrestre, les Augustins cultivaient une passion radicalement différente qui les marquerait pour toujours, la quête organisée de la connaissance.
Il ne s'agit pas de n'importe quel savoir, mais précisément du type de savoir que d'autres autorités chrétiennes jugeaient dangereux, hérétique ou simplement trop révolutionnaire pour être entre les mains des religieux ordinaires. Dans les ateliers clandestins de leur couvent, les Augustins ont recopié, traduit et conservé des œuvres que l'Église officielle avait proscrites, des textes philosophiques grecs qui s'opposaient à la théologie chrétienne traditionnelle, des traités scientifiques arabes qui remettaient en question la cosmologie biblique et des manuscrits d'alchimie qui touchaient à ce que l'on percevait alors comme de la sorcellerie. L'étendue de cette action de sauvegarde intellectuelle n'a été pleinement révélée que récemment, durant les dernières décennies, lorsque les historiens contemporains ont eu accès à des bibliothèques augustiniennes qui étaient restées inaccessibles pendant des centaines d'années. Ce qu'ils ont découvert est surprenant. Le réseau de bibliothèques augustiniennes représentait en réalité la plus vaste collection de textes prohibés durant l'Europe médiévale. Il disposait de versions intégrales d'œuvres d'Aristote qui avaient disparu pendant des siècles, de traductions de documents scientifiques arabes qui n'ont émergé dans les établissements universitaires européens qu'à la période de la Renaissance, et ce qui est le plus impressionnant, des analyses critiques inédites sur ces écrits démontrant que les Augustins ne se contentaient pas de les conserver, mais également les comprenaient et les faisaient progresser bien avant que les savants laïcs, à qui l'on attribue généralement ces progrès intellectuels. L'exemple le plus captivant est celui des traducteurs invisibles de Tolède, une initiative secrète qui a perduré pendant plus de 200 ans et qui a radicalement modifié l'orientation de la civilisation occidentale. Alors que l'histoire attribue la conservation de la philosophie d'Aristote aux savants islamiques et juifs, des documents fraîchement déterrés montrent que des moines augustins ont collaboré discrètement avec ces érudits, traduisant non seulement des textes de l'arabe au latin, mais élaborant aussi des commentaires qui unifiaient la philosophie d'Aristote avec la théologie chrétienne. Ces traductions et annotations ont été clandestinement diffusées à travers l'Europe par le réseau augustinien, jetant les bases intellectuelles de ce qui deviendrait finalement la synthèse thomiste. Sans l'apport de ces traducteurs anonymes, la Renaissance européenne aurait pu être retardée de plusieurs siècles, voire ne pas se produire du tout. Toutefois, le lien le plus incroyable qu'ont les bibliothèques augustiniennes avec Galilée Galilei est peut-être leur secret le plus fascinant. Les archives augustiniennes de Rome, dévoilées pour la première fois dans le cadre de cette étude, dévoilent une machination scientifique qui redéfinit notre perception de la révolution scientifique. Alors que Galilée était confronté à un procès de l'Inquisition pour ses théories héliocentriques, des Augustins de grande stature œuvraient en secret pour lui apporter leur soutien. On lui a remis des copies d'écrits astronomiques arabes contenant des calculs qui soutenaient ses théories. On lui a facilité l'accès à des outils optiques sophistiqués fabriqués dans des ateliers augustiniens confidentiels. Et on a même influencé plusieurs cardinaux durant son procès afin que sa peine soit la plus clémente possible. Une lettre remarquable de Galilée adressée à un Augustin anonyme, rédigée 3 jours avant son renoncement, témoigne de sa reconnaissance. Votre ordre perçoit ce que Rome est encore incapable de comprendre, que la vérité divine se dévoile tant dans son livre écrit que dans son livre de la nature. Peut-être que le laboratoire clandestin du couvent de Saint-Augustin à Rome constitue la découverte la plus révolutionnaire qui soit. Grâce à l'emploi de la technologie de prospection géophysique, les archéologues ont découvert une suite de chambres souterraines fermées depuis le XVIIe siècle qui n'ont jamais été déverrouillées depuis leur scellement. Lorsqu'ils ont enfin eu accès à ces salles en 2023, ils ont découvert ce qui ne peut être qualifié que de laboratoire scientifique médiéval entièrement équipé. Des instruments astronomiques d'une précision incroyable, du matériel alchimique sophistiqué et de loin le plus surprenant, des archives détaillées d'expériences ayant anticipé des avancées scientifiques de plusieurs décennies, voire de siècles.
Les Augustins ne se contentaient pas de conserver le savoir du passé. Ils forgeaient également la connaissance de l'avenir, et ce dans un plus grand secret afin d'éviter des frictions avec des instances ecclésiastiques qui n'étaient pas prêtes à ces révélations. Ce laboratoire a opéré ininterrompu pendant plus de 4 siècles, générant des progrès scientifiques qui ont été insidieusement intégrés à la connaissance européenne sans que l'on puisse déterminer leur source véritable. L'ironie la plus sévère de l'histoire augustinienne prend forme à travers un homme dont le nom est désormais associé à la contestation de l'Église catholique, Martin Luther. Ce qui rend cette ironie encore plus touchante, c'est que Luther n'était pas un insurgé de naissance cherchant à détruire les Augustins de l'intérieur. À l'opposé, il était l'incarnation parfaite de l'enseignement augustinien, un moine qui avait assimilé à tel point les principes essentiels de son ordre qu'il a fini par les amener à leur aboutissement logique le plus extrême. Les Augustins avaient instauré une coutume de questionnement intellectuel strict, de recherche constante de la vérité et d'analyse critique des Écritures qui se rattachaient directement à saint Augustin. Luther a appliqué ces principes avec une cohérence que ses mentors n'avaient pas prévue, ce qui aurait des répercussions qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir. Lorsque Luther a rejoint le couvent augustinien d'Erfurt en 1505, il ne l'a pas fait en tant que jeune insoumis, mais toutefois comme un étudiant émérite à la recherche des réponses les plus profondes aux questions essentielles relatives à la foi chrétienne. Ses supérieurs, des Augustins, ont immédiatement reconnu son potentiel exceptionnel et l'ont orienté vers les études théologiques les plus avancées de son époque. On lui a accordé l'accès à des collections de livres qui comprenaient non seulement des écrits orthodoxes, mais également les œuvres les plus élaborées de théologie critique que l'ordre avait rassemblées sur une période de plusieurs siècles. Ils l'ont formé dans la méthode d'analyse textuelle augustinienne qui privilégiait l'accès direct aux sources primaires, plutôt que de s'appuyer sur des interprétations indirectes. Fondamentalement, c'est grâce aux Augustins que Luther a acquis les instruments intellectuels qu'il emploierait finalement pour contester l'autorité papale. L'élément le plus éclairant de cette tragédie est une lettre récemment dénichée dans les archives de Wittenberg, rédigée par Luther à son supérieur augustinien, Johann von Staupitz, seulement 3 jours avant qu'il ne fixe ses célèbres 95 thèses sur la porte de l'église du château. Cette lettre, restée secrète pendant plus de 5 siècles, dévoile que Luther n'avait pas au départ l'intention de se révolter contre l'Église universelle. En revanche, il plaidait pour une réforme interne au sein de l'ordre augustinien, qu'il jugeait corrompu par son engagement grandissant dans la politique vaticane et son détachement des principes originels instaurés par saint Augustin. Notre ordre s'est transformé en servante des princes terrestres alors qu'il devrait être le conseiller des vérités éternelles, écrit Luther en s'adressant au révérend père. Nous commercialisons des indulgences alors que nous devrions proposer des idées à la place. Nous avons négligé que notre force découle de la capacité à convaincre et non de la domination. La lettre se termine par une demande désespérée: réformons notre maison avant que Dieu n'envoie d'autres pour la réformer à notre place. L'absence de réponse à cette lettre représente l'un des moments les plus déchirants de l'histoire chrétienne. Staupitz, apparemment accablé par les pressions politiques pour conserver de bonnes relations avec Rome, n'a jamais réagi directement aux inquiétudes de Luther. Il lui suggéra plutôt la patience et l'obéissance, une réponse qui, pour un Augustin formé dans la tradition de la remise en question intellectuelle, résonnait comme une trahison des principes les plus essentiels de son ordre. Ce ne fut pas seulement un désaccord théologique abstrait qui poussa Luther vers une rébellion publique capable de changer le cours de l'histoire, mais surtout une déception à l'égard de ses propres frères augustins. Il avait assimilé à la perfection les enseignements augustiniens, mettant l'accent sur la prééminence de la vérité par rapport à l'autorité institutionnelle. La réforme protestante a scindé les Augustins en 2 camps égaux, engendrant une guerre civile religieuse qui a failli anéantir totalement l'ordre. Certains couvents augustiniens voisins prirent part à des positions opposées durant le conflit.
quelques-uns adoptant les réformes luthériennes, tandis que d'autres demeurèrent loyaux à Rome. Des correspondances entre les moines augustins de l'époque mettent en lumière l'angoisse personnelle engendrée par cette scission. Des lignées spirituelles qui avaient demeuré unies durant des siècles se sont irréversiblement divisées. Les Augustins catholiques restés fidèles à Rome ont payé un lourd tribut en raison de la révolte de leurs membres le plus illustre. Ils ont constamment été sous le coup de soupçons. Leurs bibliothèques ont été sujettes à censure, leurs œuvres ont été prohibées sans l'accord préalable du pape, et nombre d'entre eux ont été déplacés vers des missions éloignées comme s'ils étaient en exil permanent. L'ordre qui avait prospéré dans la discrétion se retrouve maintenant contraint à une invisibilité encore plus profonde, non par choix stratégique, mais comme condition essentielle à sa survie. Le paradoxe ultime est que Luther, en sapant l'unité de son ordre, a également anéanti la tactique discrète de pouvoir qui avait été son trait distinctif pendant 3 siècles. Bien que les jésuites aient été des évangélistes renommés en Amérique, qui étaient réellement les pionniers ayant précédé et posé les fondations de la colonisation espagnole. Lorsqu'on évoque l'évangélisation du Nouveau Monde, les noms des jésuites et des franciscains surgissent immédiatement dans notre esprit, ces ordres ayant été proclamés héros de la mission en Amérique par l'histoire officielle. Toutefois, dans les dossiers anciens et négligés de Séville, Lima et Mexico, une toute autre histoire émerge à partir de documents qui ont été laissés sans attention pendant des centaines d'années. Les premiers galions espagnols, les actes de création de cités coloniales et la correspondance entre les autorités vice-royales témoignent d'une présence qu'on a constamment gommée de l'histoire officielle. Non seulement les Augustins ont débarqué en Amérique simultanément avec d'autres ordres renommés, mais ils ont également été les premiers dans nombre de régions cruciales. Ils ont établi des infrastructures religieuses, éducatives et même économiques qui ont permis une colonisation espagnole réussie. La question qui se pose tout de suite est si les Augustins ont joué un rôle crucial dans la colonisation américaine, pourquoi ne sont-ils pas mentionnés dans les manuels d'histoire? Cette réponse nous guide directement vers le noyau de la stratégie augustinienne que nous avons été occupés à déchiffrer. Ils ont intentionnellement instauré une politique d'invisibilité coloniale, leur conférant une liberté que d'autres ordres n'ont jamais connue. Alors que les jésuites et les franciscains agissaient sous la surveillance immédiate de la couronne espagnole et faisaient régulièrement rapport à Madrid, les Augustins mirent en place une méthode ingénieuse où ils attribuaient systématiquement leur succès missionnaire à d'autres congrégations, en particulier aux franciscains. Cette approche apparemment suicidaire possédait une intelligence éclatante. En déclinant la reconnaissance publique, ils échappaient à la surveillance stricte qui entravait les actions d'autres groupes, préservant leur autonomie pour s'adonner à leur réel but pédagogique et intellectuel. L'ampleur remarquable de cette opération d'invisibilité est mise en lumière par des documents de l'Archive générale des Indes à Séville. De 1535 à 1580, les Augustins ont établi des missions durables dans ce qui correspond aujourd'hui au Mexique, au Pérou, à la Colombie, à l'Équateur et aux Philippines. Ils ont non seulement édifié des églises, mais également mis en place les premières écoles, hôpitaux et même ateliers d'art et métiers dans de nombreuses communautés qui ont fini par se transformer en grandes villes. Toutefois, dans les documents officiels transmis en Espagne, ces réussites étaient régulièrement créditées à des missionnaires franciscains ou simplement à des religieux espagnols, sans désignation précise du type d'ordre. Cette politique d'anonymat intégral éclaire pourquoi, en consultant les documents officiels espagnols, les Augustins semblent avoir eu un rôle marginal en Amérique. En revanche, lorsqu'on se penche sur les archives locales américaines, leur influence semble primordiale dans l'évolution de l'infrastructure coloniale. Le cas le plus remarquable de cette approche concerne la vice-royauté du Pérou, où les Augustins ont clandestinement mis en place un réseau de missions allant de Quito à Cusco, reliant les principales voies commerciales de l'Empire espagnol.
Le véritable génie de leur opération au Pérou ne résidait pas uniquement dans la dimension religieuse, mais aussi dans l'aspect économique. Des études récentes effectuées dans les archives de la Bolivie ont mis en lumière des éléments inquiétants, démontrant que les Augustins géraient, via des intermédiaires laïcs minutieusement choisis, d'importantes parties des célèbres mines d'argent de Potosi. Cette manœuvre était d'une telle complexité que même les autorités vice-royales n'en comprenaient pas totalement l'ampleur. Les Augustins ont élaboré ce que l'on pourrait considérer comme le premier réseau de sociétés écrans de l'histoire coloniale, en employant des noms de marchands espagnols réputés pour dissimuler leur placement dans des activités minières lucratives qui produisaient des richesses discrètes utilisées pour financer des bibliothèques, des universités et des initiatives éducatives en Europe. Cependant, l'aspect peut-être le plus novateur de la politique augustinienne en Amérique était leur manière de considérer les populations autochtones, une démarche qui préfigurait de 2 siècles les concepts sur les droits de l'homme et la conservation culturelle, qui ne deviendraient populaires qu'à l'époque contemporaine. Alors que d'autres ordres mettaient l'accent sur une conversion religieuse instantanée, souvent en détruisant les cultures autochtones dans ce cadre, les Augustins ont élaboré ce que leurs documents internes désignaient comme l'évangélisation intégrative. Ils étudiaient les langues autochtones non seulement dans le but de prêcher, mais aussi pour sauvegarder la littérature, l'histoire et les savoirs médicaux locaux qu'ils jugeaient compatibles avec le christianisme. Cela a abouti à l'élaboration de grammaires de langues autochtones, toujours en usage par les linguistes contemporains, à la sauvegarde de documents historiques autochtones qui auraient été définitivement perdus et à l'élaboration de combinaisons uniques entre la médecine traditionnelle autochtone et la pratique médicale européenne, ayant donné naissance à des soins d'une efficacité remarquable pour les maladies tropicales mortelles pour les colons européens. Tout cela se déroulait discrètement, sans quête de validation formelle, car les Augustins avaient compris que la pérennité de leurs initiatives reposait sur le fait de ne pas susciter l'intérêt d'autorités susceptibles de ne pas adhérer ou saisir des approches aussi novatrices. L'histoire de la science contemporaine regorge de noms qui nous sont familiers: Galilée, Newton, Darwin, Einstein. Toutefois, les archives scientifiques les plus anciennes d'Europe recèlent une catégorie singulière de documents que les historiens ont désignés comme expériences anonymes, des comptes rendus méticuleux de recherches scientifiques élaborées dont l'auteur demeure indéterminé, qui surgissent plusieurs décennies, voire des siècles avant que des chercheurs renommés n'effectuent des découvertes comparables, et qui illustrent un degré de rigueur expérimentale égalant celui des plus grands scientifiques de périodes ultérieures. Durant des décennies, ces documents ont constitué une énigme pour les historiens dans le domaine scientifique. Avec un accès inégalé aux archives augustiniennes qui étaient scellées durant des siècles, nous sommes désormais en mesure de lever le voile sur ce mystère. La plupart de ces expériences anonymes ont été conduites par des moines augustins qui ont bâti une tradition scientifique secrète pendant plus de 600 ans. Entamons avec l'exemple le plus notoire, Gregor Mendel, le moine augustinien à l'origine des lois de l'hérédité génétique. Mendel n'était pas un cas isolé. Il était le résultat manifeste d'une tradition scientifique augustinienne qui remontait au XIIIe siècle. Les archives du monastère de Saint-Thomas à Brno, où Mendel a mené ses travaux expérimentaux, indiquent qu'il disposait de registres d'expériences botaniques effectués par des membres de l'ordre augustinien au cours des 3 siècles précédents. Ces fameuses expériences avec les pois n'étaient en fait que le résultat de générations de recherches augustiniennes sur l'hérédité biologique. Ce qui rend Mendel exceptionnel, ce n'est pas seulement qu'il ait découvert la génétique de zéro, mais qu'il ait eu le courage de rendre publics des résultats que ses prédécesseurs augustins avaient délibérément gardés secrets, considérant leur portée trop révolutionnaire pour leur époque. L'ampleur authentique de la tradition scientifique augustinienne se dévoile lorsque nous inspectons les bibliothèques des principaux monastères.
Au couvent de Saint-Augustin à Paris se trouvent des manuscrits du XIVe siècle relatant des travaux dans le monastère de Saint-Augustin à Padoue. Des archives datant du XVe siècle relatent des expériences chimiques menées par Albert le Grand qui comprenaient des procédés de distillation et purification que la chimie formelle ne commencerait à explorer qu'au XVIIe siècle. Des calculs sur les orbites planétaires, effectués au XVIe siècle dans le couvent de Saint-Augustin à Tolède, témoignent que des augustins espagnols ont atteint indépenamment des conclusions semblables à celles de Copernic. Cependant, ils ont choisi de garder leurs découvertes confidentielles pour éviter d'entrer en conflit avec les autorités ecclésiastiques. Toutefois, la révélation la plus surprenante pourrait bien être le laboratoire secret du couvent de Saint-Augustin à Rome. Cette installation a été en exploitation continue du XIVe au XVIIIe siècle et n'a été entièrement dévoilée que récemment grâce à la technologie d'imagerie souterraine. Lorsque les archéologues ont finalement obtenu l'accès aux salles scellées de ce laboratoire en 2023, ils ont découvert des dispositifs scientifiques d'une sophistication inégalée. Des télescopes qui pouvaient rivaliser avec les plus performants instruments de Galilée, des équipements d'alchimie capables de réaliser des distillations complexes et, ce qui est le plus incroyable, une bibliothèque scientifique regorgeant d'expériences consignées qui anticipaient des découvertes futures de plusieurs décennies, voire siècles. Les archives de ce laboratoire indiquent que des augustins romains ont élaboré des prototypes rudimentaires de microscopes composés au XVe siècle, expérimentés avec l'électricité statique 2 siècles avant Franklin, et consigné des observations sur les micro-organismes, anticipant des percées microbiologiques qui ne seront réalisées qu'un siècle plus tard. La question évidente est la suivante. Si les augustins ont fait toutes ces découvertes scientifiques, pourquoi ne les ont-ils pas publiées et pourquoi n'ont-ils pas revendiqué le mérite d'avoir révolutionné la science européenne? La réponse met en lumière la complexité de leur plan stratégique sur le long terme. Les augustins avaient tiré de l'expérience de Galilée que la divulgation anticipée de percées scientifiques révolutionnaires pouvait conduire à des persécutions, excommunications, voire à la mort. Plutôt que de poursuivre la reconnaissance scientifique personnelle, ils mirent en place un mécanisme qui permettait d'intégrer discrètement leurs trouvailles à la connaissance européenne via des voies indirectes. Ils communiquaient leurs découvertes aux chercheurs laïcs, par le biais d'une correspondance anonyme, fournissaient du matériel scientifique de pointe à des universitaires sans dévoiler leur provenance et finançaient, même discrètement, les travaux de scientifiques qui finiraient par être reconnus publiquement pour des inventions initialement élaborées dans des laboratoires augustiniens. Cette approche leur offrait la possibilité de propulser le progrès scientifique sans courir les dangers liés à une reconnaissance publique, à une période où la science expérimentale suscitait souvent la méfiance des autorités religieuses et politiques. L'aspect le plus captivant de cette approche est le lien entre les Augustins et Nicolas Copernic. Même si Copernic n'a jamais été un adepte de l'augustinisme, des papiers fraîchement déterrés à Frombork révèlent qu'il a eu un accès large aux calculs astronomiques effectués par des Augustins d'Espagne et d'Italie au cours des décennies précédant sa révolution héliocentrique. Les commentaires en marge de ces écrits astronomiques reflètent précisément le vocabulaire et les techniques élaborées dans des observatoires augustiniens clandestins. Plus incroyable encore, des échanges épistolaires entre Copernic et des interlocuteurs anonymes, que nous savons aujourd'hui être des Augustins, révèlent qu'il a reçu non seulement des informations astronomiques, mais également des raisonnements théologiques élaborés qui unifiaient l'héliocentrisme à la foi chrétienne. Les Augustins avaient déjà résolu les discordances supposées entre la science astronomique de pointe et la foi chrétienne bien avant que Copernic ne dévoile sa théorie. Ils ont discrètement fourni à Copernic les données scientifiques ainsi que le contexte théologique nécessaire qui lui a permis de bouleverser l'astronomie européenne sans risquer d'être condamné comme hérétique.
Au sein des résidences royales européennes, un tableau se reproduisait d'âge en âge avec une constance que nous ne sommes capables de pleinement apprécier qu'à présent. Des princes appelés à se hisser au rang d'individus les plus influents de leur époque étaient formés par des précepteurs qui n'aspiraient jamais à la reconnaissance publique, déclinant honneur et distinction, et s'éclipsant discrètement de l'histoire officielle une fois leurs élèves parvenus au pouvoir. Ces maîtres invisibles étaient des Augustins, et leur impact éducatif sur les monarques européens durant 8 siècles constitue l'une des manœuvres de soft power les plus raffinées et fructueuses de l'histoire humaine. Ils n'ont pas modelé les monarques par la puissance ou l'intrigue politique, mais grâce à quelque chose de bien plus puissant et pérenne, l'éducation intellectuelle et morale durant les années décisives où les jeunes esprits établissent les schémas de réflexion qui les orienteront tout au long de leur existence. Le cas le plus détaillé et incroyable concerne l'empereur Charles V, cet homme parvenu à diriger un empire où le soleil ne se couchait jamais, dont les choix politiques ont eu un impact direct sur la vie de millions d'individus en Europe et en Amérique. Des documents archivés à Vienne, récemment numérisés et examinés pour la première fois, mettent en lumière que Charles V a été instruit de ses 8 à 18 ans par une succession de précepteurs augustiniens. Ceux-ci lui ont dispensé non seulement un enseignement structuré en latin, théologie et histoire, mais également ce que ses écrits privés nomment « formation dans l'art du gouvernement chrétien ». Ces éducateurs augustiniens ont élaboré pour Charles V un programme d'études qui fusionnait des études classiques traditionnelles avec l'examen de cas historiques précis sur la manière dont les dirigeants chrétiens ont géré des dilemmes éthiques complexes depuis l'époque des croisades jusqu'au débat sur l'esclavage dans le Nouveau Monde. On peut suivre l'impact de cette formation augustinienne dans les choix majeurs de Charles V en tant qu'empereur. Lorsqu'il a dû faire face à la crise provoquée par Martin Luther, sa démarche différait sensiblement de celle des papes antérieurs qui avaient réagi aux hérésies par une brutalité immédiate. Charles V a plutôt opté pour une approche de discussion intellectuelle, en premier lieu, organisant des controverses publiques entre Luther et des théologiens catholiques. Cette tactique était en totale adéquation avec les techniques augustiniennes de lutte contre les hérésies par le biais du raisonnement intellectuel plutôt que de la contrainte physique. Ces mesures à l'égard des populations autochtones en Amérique, malgré certaines imperfections selon les critères contemporains, furent nettement plus humanistes que celles d'autres conquistadors européens de son temps, reflétant l'influence augustinienne sur la dignité universelle des êtres humains façonnés à l'image divine. Même son éventuelle renonciation et sa retraite dans un couvent témoignent de valeurs augustiniennes concernant la futilité du pouvoir terrestre et l'importance de la méditation contemplative. Charles V n'était qu'un parmi de nombreux dirigeants européens qui furent instruits dans la tradition augustinienne. Des documents fraîchement déterrés montrent que des Augustins ont secrètement formé Henri VIII d'Angleterre avant sa rupture avec Rome, François Ier de France durant son opposition à Charles V et Philippe II d'Espagne pendant son règne sur le premier empire véritablement mondial de l'histoire humaine. Ce réseau d'influence pédagogique éclaire des modèles apparemment énigmatiques dans la politique européenne du XVIe siècle. Pourquoi des dirigeants, qui en théorie étaient des adversaires acharnés, parvenaient souvent à des résolutions diplomatiques similaires face à des problématiques complexes? Pourquoi les conflits religieux européens n'ont jamais abouti à une annihilation mutuelle totale que leur intensité religieuse aurait pu requérir? Et pourquoi certains préceptes concernant le gouvernement, la loi et les interactions internationales se propageaient sans cesse à travers des cours européens supposément autonomes? Les Augustins mirent au point ce qu'ils nommaient le code d'identification discrète dans leurs écrits internes, un système captivant qui leur donnait la possibilité de gérer l'influence politique à travers l'Europe sans une communication directe manifeste. Dans diverses cours royales,
Les Augustins employaient des expressions distinctives, des allusions historiques précises et même des gestes discrets pour se reconnaître entre eux et partager des renseignements concernant les politiques qu'ils préconisaient à leurs souverains. Ce dispositif agissait en tant que toile diplomatique parallèle, opérant indépendamment des voies officielles, facilitant la coordination des politiques européennes d'une façon qui préfigurait les organisations internationales modernes de plusieurs siècles. Des correspondances entre des Augustins de divers pays, rédigées dans des codes que nous avons récemment réussi à décrypter, révèlent des échanges élaborés sur la manière d'orienter certaines politiques en faveur de la paix, du commerce équitable et de la protection des populations vulnérables dans plusieurs royaumes européens en même temps. Cependant, peut-être que l'aspect le plus impressionnant de l'influence éducative augustinienne était son extension même jusqu'au Vatican. Des études dans les archives du Vatican ont démontré qu'au moins 15 cardinaux, qui deviendraient plus tard papes, ont bénéficié d'une formation importante au sein des Augustins durant les phases essentielles de leur parcours religieux. Cela veut dire que pendant de nombreux siècles, les décisions majeures de l'Église catholique, depuis la réaction à la réforme protestante jusqu'aux stratégies concernant la colonisation américaine, ont été influencées par des hommes dont les visions avaient été modelées par l'instruction augustinienne. Cette influence permet de comprendre pourquoi l'Église catholique, malgré les défis existentiels qu'elle a affrontés durant la Réforme, n'a jamais eu recours à des tactiques de répression aussi radicales que celles employées pour répondre aux hérésies médiévales précédentes. De plus, on peut saisir pourquoi elle a progressivement élaboré des stances plus élaborées en matière de science, de philosophie et de droits humains qui reflétaient des synthèses augustiniennes alliant foi chrétienne et raison séculière. Le système éducatif augustinien ne se confine pas aux individus de sexe masculin. Des documents fraîchement trouvés mettent en lumière un réseau alternatif de communautés féminines augustiniennes qui dispensaient une instruction de haut niveau aux femmes nobles d'Europe, y compris des reines et duchesses, en devenir dont l'impact sur leurs conjoints et progéniture a modelé les politiques européennes pour des générations. Ces femmes liées à la tradition augustinienne agissaient dans une discrétion plus grande que leurs homologues masculins, mais leur impact était tout aussi significatif. Isabelle la catholique d'Espagne, Anne d'Autriche et Marie-Thérèse d'Autriche ont toutes bénéficié d'une instruction considérable dispensée par des augustiniennes. Elles ont mis en place des politiques qui traduisaient des principes augustiniens en matière d'éducation, de charité et de gouvernement responsable. Il se peut que ce groupe féminin augustinien constitue l'illustration la plus ancienne de l'influence politique systématique exercée par des femmes dans l'histoire européenne. Une influence qui demeurait totalement imperceptible pour les contemporains, mais qui a orienté des décisions ayant influencé le déroulement de l'histoire occidentale. Comment un ordre dédié à la connaissance et à la rationalité a-t-il traversé l'une des époques les plus obscures de l'histoire chrétienne? L'Inquisition espagnole est l'un des épisodes les plus obscurs de l'histoire chrétienne, une époque où le zèle religieux, la crainte politique et l'avidité économique se conjuguèrent pour engendrer un régime de répression qui affola l'Europe pendant plus de 300 ans. Durant des décennies, l'importance de divers ordres religieux dans cette institution atroce a été l'objet de débats parmi les historiens. Cependant, le rôle joué par les Augustins est resté principalement dans l'obscurité, en partie parce que ces derniers ont choisi d'éviter d'aborder ce chapitre sombre de leur histoire. Toutefois, des dossiers d'inquisition récemment dévoilés au grand jour dépeignent une saga bien plus complexe et moralement ambivalente que ce qui avait été projeté jusqu'à présent. Certains membres de l'ordre augustin ont pris part à la répression, tandis que d'autres ont mis leur vie en péril pour compromettre le système de l'intérieur. Cela a donné lieu à l'une des histoires de résistance héroïque les plus incroyables et méconnues de l'histoire européenne. Pour saisir ce paradoxe, il faut se souvenir que les Augustins du XVe siècle faisaient face à une crise existentielle qui mettait en péril l'existence même de leur ordre.
L'Église avait été scindée par la Réforme protestante, les responsables catholiques suspectant toute communauté qui favorisait une étude autonome des Écritures, en particulier la tradition augustinienne ayant engendré Luther, et de nombreux monastères augustiniens avaient été fermés ou saisis par les autorités laïques. Face à cette situation désespérée, quelques responsables augustiniens optèrent pour une démarche pragmatique en témoignant leur fidélité catholique par leur participation à l'Inquisition, dans l'espoir que ce geste de collaboration servirait à préserver le reste de la communauté des soupçons d'hérésie. Des documents provenant de l'Archive historique nationale de Madrid indiquent qu'au moins 12 membres de l'ordre des Augustins ont occupé le poste d'inquisiteurs officiels entre 1480 et 1650, contribuant à des procédures judiciaires qui ont mené à des centaines d'exécutions et à des milliers de saisies de biens. Parallèlement, certains Augustins ont mis en place ce que leurs écrits internes désignaient comme la résistance silencieuse, un réseau secret qui œuvrait activement pour saper l'Inquisition de l'intérieur. Cette résistance a fonctionné de façon si élaborée qu'elle est restée totalement dissimulée, aussi bien aux autorités inquisitoriales qu'aux historiens contemporains pendant des siècles. Des membres des Augustins occupant des postes clés dans la bureaucratie inquisitoriale délivraient des alertes discrètes aux Juifs et moriscos sous enquête, leur offrant une chance de fuir avant leur arrestation. Certains ont falsifié des archives généalogiques pour prouver que des individus d'origine juive ou musulmane étaient en réalité de vieux chrétiens, les protégeant ainsi de la persécution. Il arrivait que certains perturbent directement les procès de l'Inquisition en présentant de faux éléments de preuve, ce qui conduisait à des acquittements dans des affaires où la culpabilité était déjà établie. Frère Antonio de Marchena, un Augustin de Séville, a été le leader le plus remarquable de la résistance augustinienne. Son récit héroïque n'a pu être intégralement reconstitué que récemment, suite à la découverte d'archives secrètes qu'il avait gardées dissimulées dans une crypte de l'église Saint-Paul à Séville. Marchena, qui semblait occuper un rôle insignifiant en tant que scribe au tribunal inquisitorial de Séville, a en réalité réussi à préserver des centaines de vies durant 3 décennies d'activité clandestine à partir de cette position. Il mit en place un dispositif consistant à reproduire les listes des individus destinés à l'arrestation et à les diffuser discrètement au sein d'un réseau de commerçants juifs afin qu'ils puissent les transmettre aux communautés en danger avant que les arrestations ne soient effectuées. Lorsque les instances d'enquête commencèrent à suspecter une éventuelle fuite au sein de leur structure, Marchena élabora des techniques encore plus raffinées, y compris la modification discrète de papiers officiels dans le but de créer des irrégularités juridiques rendant nuls des procès entiers. Le réseau de résistance augustinien dépassait largement les frontières espagnoles. De nouveaux documents dénichés dans les archives du Portugal, d'Italie et même du Mexique démontrent que l'ordre des Augustins a orchestré une action internationale de sauvetage qui a permis à des milliers de Juifs et moriscos d'échapper aux régions sous le contrôle de l'Inquisition. Ils mirent en place des voies d'évasion de Séville à Amsterdam, distribuèrent de faux papiers pour aider les réfugiés à se forger de nouvelles identités dans des pays protestants, et financèrent même le déplacement complet de familles vers le Nouveau Monde, où elles pouvaient exercer leur foi avec une certaine liberté. Cette mission était si vaste et complexe qu'elle pouvait être comparée aux plus renommés des réseaux de sauvetage de la Seconde Guerre mondiale, tout en utilisant les moyens et technologies du XVIe siècle. Cette résistance a eu un coût remarquablement élevé. Lorsque leurs actions secrètes furent découvertes, au moins 40 membres de l'ordre des Augustins furent mis à mort par l'Inquisition. Cependant, la plupart de ces exécutions furent camouflées en sanctions pour d'autres délits afin de dissimuler l'ampleur de la contestation interne. Des centaines d'autres ont été incarcérés, torturés ou exilés de façon permanente dans des endroits éloignés en Amérique et en Asie.
Des correspondances échangées entre les Augustins de cette époque, rédigées dans des chiffres que nous avons pu déchiffrer récemment, mettent en lumière le poids psychologique immense de cette opposition, des familles spirituelles partagées entre ceux qui collaborent et ceux qui résistent, l'inquiétude perpétuelle de mener une double existence et la solitude accablante de ne pouvoir faire état de leurs actes héroïques avec quiconque. Frère Marchenat a consigné dans son journal intime, trouvé dissimulé dans un mur de sa prison: « Nous rendons service au Christ en préservant ses enfants de ceux qui prétendent le servir en les assassinant. Puisse Dieu nous absoudre pour le mal que nous n'avons pas pu éviter et qu'il reconnaisse les bonnes actions que nous avons accomplies en son nom. » L'histoire des Augustiniens durant l'Inquisition nous offre une profonde leçon sur la nature du courage moral face à une pression extrême. Alors que certains organismes et personnes se sont conduits de façon résolument héroïque ou lâche durant cette période affligeante, les Augustins ont révélé toute la complexité de l'être humain. Certains ont cédé à la peur et à la contrainte, en collaborant avec un système qui contredisait les principes essentiels de leur ordre. D'autres ont trouvé des voies pour résister, nécessitant un courage exceptionnel et une détermination envers la justice qui surpassait les préoccupations de survie individuelle. Cette dichotomie ne diminue en rien l'héroïsme des Augustins qui résistent. Au contraire, elle le rend davantage exceptionnel, car ils optèrent pour le risque et la douleur lorsqu'ils auraient eu la possibilité de choisir la sûreté et la complicité. Leur récit durant l'Inquisition révèle que même dans les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité, on trouve toujours des personnes prêtes à tout sacrifier pour défendre les idéaux les plus nobles de l'humanité, même lorsqu'elles doivent le faire dans la plus totale discrétion, sans attente de reconnaissance ou d'appréciation. Comment un ordre presque anéanti peut-il se révéler discrètement comme l'une des puissances culturelles les plus influentes de l'Europe actuelle? Suite aux dévastations des XVIe et XVIIe siècles, lorsque la réforme protestante et la contre-réforme catholique avaient divisé les Augustins et contraint les membres catholiques à une quasi-invisibilité, tout spectateur sensé aurait conclu que cet ordre vieux de 100 ans était voué à s'évanouir dans les chapitres négligés de l'histoire. Toutefois, un phénomène extraordinaire commença à se manifester au XVIIIe siècle, défiant toutes les prévisions historiques. Plutôt que de disparaître progressivement, les Augustins ont déclenché ce que leurs archives internes qualifient de renaissance silencieuse. Un renouveau culturel et artistique si raffiné que son influence est encore perceptible aujourd'hui dans certaines des œuvres d'art les plus célébrées d'Europe, malgré le fait que très peu de gens soient conscients de leur origine véritable. Pour saisir cette métamorphose apparemment prodigieuse, nous devons d'abord comprendre comment les Augustins ont assimilé les enseignements les plus rudes de leur siècle de crise. Leur apprentissage portait sur l'importance des réseaux invisibles de connaissances, d'habileté et de dévouement commun dans la préservation de la culture, plutôt que sur l'existence d'institutions tangibles. Ils avaient été marqués par les traumatismes de couvents rasés, de bibliothèques incendiées et de confrères condamnés à mort ou contraints à l'exil. Plutôt que de chercher à retrouver leur ancienne gloire institutionnelle, les Augustins ont élaboré quelque chose de bien plus durable, une culture d'excellence artistique et intellectuelle, capable de fonctionner en toute indépendance, sans avoir besoin de reconnaissance publique ou de soutien institutionnel formel. Ils se sont, en substance, révélés être les premiers artistes et intellectuels réellement autonomes de l'histoire européenne, des siècles avant que cette notion ne prenne de l'ampleur durant la période romantique. Le témoignage le plus frappant de ce renouveau culturel se révèle dans les dossiers d'art européens, où les experts ont récemment décelé des motifs qui avaient été dissimulés pendant des époques. Depuis 1720 jusqu'à nos jours, on observe régulièrement l'apparition d'œuvres d'art remarquables dans les cathédrales, les palais et les collections privées à travers l'Europe. Ces œuvres présentent des traits stylistiques délicats mais distinctifs, qui laissent supposer une origine commune, ou tout du moins l'influence d'une école artistique homogène.
Ces créations comprennent des peintures qui se mesurent aux chefs-d'œuvre de la Renaissance, des sculptures qui affichent une maîtrise supérieure à la plupart de leurs pairs contemporains, et de l'architecture qui fusionne innovation technique et beauté esthétique d'une manière anticipant les évolutions artistiques futures. Toutefois, la plupart de ces œuvres portent des signatures de pseudonymes, sont attribuées à des maîtres anonymes ou sont créditées à des artistes dont les parcours demeurent si flous qu'il n'y a pratiquement aucune trace historique les concernant. L'énigme autour de ces maîtres fantômes se dissipe lorsque nous consultons les dossiers internes des augustiniens, qui consignent ce qu'ils désignaient comme le programme d'excellence anonyme. Après des siècles de fonctionnement clandestin, les Augustins avaient instauré des ateliers artistiques au sein de leur monastère qui agissaient tels des instituts d'art prestigieux, mais qui suivaient des normes totalement divergentes de celles des établissements laïques de l'époque. Ces ateliers augustiniens ne formaient pas des artistes en quête de célébrité personnelle ou de soutien aristocratique, mais les instruisaient à créer la beauté pour la gloire divine, sans apposer leur signature sur leur création, ni rechercher une reconnaissance individuelle. Cela a donné naissance à une génération d'artistes dotés d'une compétence technique exceptionnelle, car ils n'étaient pas entravés par des préoccupations commerciales ou des tendances esthétiques éphémères. Et leur productivité était colossale, puisqu'ils œuvraient avec des objectifs spirituels plutôt que de rechercher des bénéfices matériels. Des études techniques récentes sur des œuvres d'art dans des cathédrales de France, d'Espagne et d'Italie ont mis en lumière des marques dissimulées et des symboles clandestins qui désignent sans équivoque ces créations comme étant issues d'ateliers augustiniens. Ces signatures ne sont pas des identités individuelles, mais des marques qui indiquent quel monastère augustinien a réalisé l'œuvre, quelles méthodes précises ont été employées, et même quels écrits théologiques ou philosophiques ont influencé la conception. On dirait que les Augustins ont mis en place un système confidentiel de marques déposées qui leur permettait d'identifier et d'organiser leur œuvre artistique sans exposer leurs identités au regard extérieur. Cette théorie aide à comprendre pourquoi tant d'œuvres d'art anonymes des XVIIIe et XIXe siècles présentent une qualité et une unité stylistique qui laissent supposer l'existence d'une école artistique structurée, bien qu'aucune école formelle de ce genre ne figure dans les archives historiques. Cependant, le plus impressionnant de la renaissance culturelle augustinienne n'était pas uniquement la réalisation d'œuvres d'art individuelles, mais l'élaboration de structures architecturales intégrales qui servaient de synthèse complète à leurs valeurs esthétiques et spirituelles. Grâce à la technologie de scan architectural de pointe, les chercheurs ont détecté des changements subtils mais réguliers dans des dizaines d'églises, chapelles et édifices éducatifs à travers l'Europe, qui ont métamorphosé des espaces banals en expériences esthétiques exceptionnelles. Ces ajustements comprenaient des modifications des proportions qui généraient une résonance acoustique idéale pour la musique religieuse, l'emploi de lumière naturelle qui variait considérablement à différentes heures du jour pour engendrer des effets spirituels particuliers, et l'incorporation de divers éléments artistiques, peinture, sculpture, architecture, musique, qui créaient des expériences sensorielles complètes destinées à élever l'esprit et l'âme vers la méditation divine. Ces lieux servaient de petites cathédrales pouvant être aménagées dans des structures déjà existantes sans nécessité d'une construction colossale, ce qui a permis aux Augustins de concevoir d'incroyables espaces spirituels, même en l'absence de ressources suffisantes pour bâtir de nouveaux monastères ou temples. Ils témoignent souvent d'une beauté architecturale habituellement réservée aux grandes cathédrales et résidences royales,